La fièvre Lassa est une maladie virale appartenant au groupe des fièvres hémorragiques car elle est associée à des hémorragies. La maladie survient par épidémie. Le Bénin gère l'épidémie de la fièvre Lassa depuis 10 semaines. La fièvre hémorragique Lassa, c'est une maladie virale. Une maladie virale qui commence comme d'autres maladies par la fièvre. Donc il s'agit d'une fièvre. En dehors de la fièvre, il y a les maux de tête, qu'on appelle communément céphalée. En dehors des céphalées, il y a les douleurs abdominales. Parfois, il y a les vomissements, il y a la diarrhée. En dehors de ça, il y a la fatigue générale. Lorsque la maladie évolue, il y a d'autres signes qui s'ajoutent. Et c'est là vraiment ce qui est intéressant. Parce que ce que je viens de dire là, on peut les rencontrer dans d'autres maladies, telles que par exemple le paludisme, la fièvre typhoïde, ainsi de suite, ainsi de suite. Avec l'évolution, lorsque le malade n'est pas pris en compte, il y a d'autres signes qui se précisent. L'un des signes les plus importants en cas de la maladie à virus Lassa, c'est les œdèmes. Parce que vous voyez, il y a les hémorragies qui viennent, mais les hémorragies peuvent se rencontrer chez d'autres maladies, telles que par exemple Ebola et autres fièvre hémorragique. Mais c'est l'œdème. Et l'œdème est caractéristique, ça y est, de l'œdème au niveau du cou. Vous voyez, l'œdème également à l'intérieur de la gorge, ce qui entraîne parfois des difficultés pour le malade à avaler, ce que nous appelons dysphagie. Vous voyez, c'est l'œdème au niveau du cou, c'est les douleurs pour avaler, donc dysphagie. Ça, c'est caractéristique vraiment de la maladie à virus Lassa. Au cours de l'évolution, jusqu'à ce stade, rien n'est fait. Tout à l'heure, je vous ai parlé de diarrhée, de vomissement. Vous retrouvez le malade avec une hémorragie au niveau de différents orifices, ça des narines, de la bouche, des sexes, de l'anus, ainsi de suite. Mais en dehors de cela, c'est que le fait de vomir et de faire la diarrhée, il arrive à un moment donné où la tension, vous ne pouvez plus prendre la tension. Donc, c'est un état de choc hypovolémique. Vous voyez. Mais lorsque, jusqu'à ce niveau encore rien n'est fait, vous comprenez avec le malade qui perd tout son eau, et avec tout le sang, vous comprenez avec moi, le malade entre directement en coma. Ce virus se transmet de deux manières. Le premier, c'est la transmission des aliments ou des vecteurs vers l'homme. Vous voyez. Vous savez qu'actuellement, nous sommes dans la période de récolte. Vous allez au nord, à partir des salles jusqu'au nord, vous récoltez les yams, le manioc, après avoir pelé, même les céréales, vous les déposez au champ. Vous comprenez? Le rat, qui est l'agent vecteur principal, cherche à s'abreuver, donc à manger. Donc, lorsqu'il vient, il finit de s'abreuver, vous comprenez, c'est le sorgho, l'yam pelé, il faut sécher au champ, ou bien le manioc. Après avoir fini de manger, il fait des éjections, soit c'est l'urine, c'est les déjections et autres là. Lorsque nous, en tant qu'humains, nous allons chercher ces éléments, au lieu de les laver proprement, les sécher avant de les consommer, nous les consommons directement. Vous comprenez avec moi que nous rentrons en contact comme ça avec le virus. À ce niveau, il peut y avoir un premier niveau de contact avec le virus, donc la contamination primaire. La question maintenant, c'est à partir du moment où le premier individu qui par mégarde se fait contaminer, qu'est-ce qui va suivre par la suite? Donc, maintenant, c'est le mode de contamination secondaire qui se fait entre humains, interhumains. Vous comprenez, lorsque celui-là est contacté, infecté, si aucune disposition n'est prise pour que celui-là soit isolé de son milieu, de son cadre de vie, vous comprenez avec moi, il va contaminer tous ceux qui sont proches de lui. Aussi bien les enfants, les autres membres de la famille, les camarades qui viendront. Mais celui-là, certainement, à partir de certains moments, doit aller à l'hôpital. Vous comprenez? Lorsqu'il va à l'hôpital, si l'agent de santé qui va le recevoir n'a pas pris des dispositions, il va se faire contaminer lui-même d'abord en tant qu'agent de santé. Contaminer également les autres collègues, mais contaminer également les autres malades. Vous voyez, c'est le deuxième mode de transmission qui est le mode de contamination secondaire ou interhumain. Et c'est ça là qu'il faut craindre le plus. Parce que lorsque l'épidémie s'installe, voilà, c'est la dépendance. La situation épidémiologique du Bénin en rapport à la maladie à virus Lassa est la suivante.
Le point que nous faisons aujourd'hui à la date de 27, c'était le dimanche passé. Donc il y a 51 cas, 15 confirmés, 16 probables et 20 suspects. 28 décès sont enregistrés à ce jour, dont 7 parmi les 15 cas confirmés, 16 probables décédés et 5 décès parmi les cas suspects. La date de décès du dernier cas confirmé est le 27 mars 2016 à l'hôpital Ordre de Malte de Djougou. Des 12 départements que compte le Bénin, 8 ont notifié au moins un cas suspect. Il faut dire qu'actuellement, il y a un certain nombre de départements qui sont touchés. Lorsque vous prenez par exemple les départements du Borgo-Albouri, les 2 départements sont touchés. Donc malheureusement, lorsque vous prenez la Liborie, il y a la commune de Kandi et la commune de Segmana qui ont notifié des cas. En dehors de ces 2 communes dans la Liborie, il y a dans la commune de Borgo, il y a sur les 8 communes, il y a 6 qui sont vraiment touchés. Donc il y a la commune de Kalale, en dehors de la commune de Kalale, il y a naturellement Parakou, en dehors de Parakou, il y a la commune de Tchaourou, et puis, j'avais parlé de Kalale tout à l'heure, et il y a la commune de Sinandé également. Donc, en dehors de ça, lorsque nous prenons, il y a les collines également qui sont touchées, à travers la commune de Ouesser, Savin, en dehors de Savin, vous avez la commune de Tassa et Kétou également. Les départements les plus touchés, naturellement, c'est le Borgo, en dehors de Borgo, c'est les collines. Et en dehors des collines, il y a la Tonka aujourd'hui à travers la commune de Djougou qui est fortement touchée avec 7 cas et malheureusement 3 décès. En dehors de ça, il y a la commune de Wémé également, où d'ailleurs le tout premier cas confirmé a été détecté. Et en dehors de ça, il y a Cotonou également qui a enregistré un cas. Des dispositions sont prises par le ministère de la Santé en vue de prévenir, contraindre, maîtriser et éradiquer le virus du territoire national, notamment une dotation de matériel adéquat aux structures de prise en charge et des formations de recyclage du personnel de santé. Chaque individu doit observer le minimum d'hygiène pour se protéger. Ce qui est important en matière de prévention, c'est l'hygiène. Il faut prendre un certain nombre de dispositions, telles que par exemple protéger les aliments, bien sûr, parce que lorsque les aliments sont à l'air libre, vous comprenez, les déjections, les sécrétions, les urines, du rat peut contaminer ces aliments, et puis lorsque nous allons les consommer, on peut être infecté. Donc il faut éviter vraiment d'exposer les aliments à même le sol, comme ça se passe dans nos champs. Mais ce qui est important également, c'est que lorsque quelqu'un est déclaré comme porteur du virus, même si c'est un cas suspect, il faut prendre des dispositions pour d'abord, lorsque l'individu n'est pas décédé, il faut l'isoler, donc être loin de ce cas. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque ce cas venait à être, en tout cas décédé, il faut forcément qu'on fasse un enterrement digne, sécurisé. Aujourd'hui, c'est la Croix-Rouge béninoise qui est formée en collaboration avec nos agents d'hygiène qui sont également formés pour assurer l'enterrement digne et sécurisé. Digne parce qu'il faut respecter quand même un certain nombre de normes en matière de notre tradition, de notre religion, tout ce que vous voulez. Donc tous ces éléments-là sont respectés, mais il faut expliquer aux parents que, attention, que ça c'est une situation où lorsque nous allons remettre le corps, voilà tout ce que ça peut entraîner comme désastre. Donc en dehors de ça, naturellement, il faut éviter de manipuler le vecteur. Si nous savons que c'est un rat, pourquoi aller chercher alors le rat alors que le rat est dans son trou? Les cas suspects sont suivis selon un processus pendant 21 jours. En matière de transmission, il faut tout faire pour arrêter la chaîne de transmission. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, lorsqu'un cas arrive, pour nous, c'est une opportunité pour arrêter la chaîne à ce niveau. Arrêter la chaîne à ce niveau, mais identifier tous les contacts potentiels qui peuvent contaminer et les regrouper, les ramener à notre niveau pour les suivre de façon bien quotidienne, matin et soir. On prend la température, on suit l'apparition de certains symptômes, tels que par exemple la diarrhée, le vomissement, la fièvre, ainsi de suite. Durant les 21 jours, s'il n'y a rien, on les laisse, mais en leur demandant attention, lorsque vous avez tel symptôme maintenant, il faut toujours faire recours au personnel, aux relais communautaires ou les secouristes qui sont à votre disposition. Le docteur Orobago Yorochabi invite la population à plus de vigilance.
Il faut donc être en alerte et informer le centre de santé le plus proche dès l'apparition des premiers symptômes. Donc, dès les moindres signes, il faut aller rapidement au niveau de la formation sanitaire la plus proche où aujourd'hui le personnel est acquis, formé, pour que les dispositions soient prises pour qu'on l'isole et puis qu'on prenne contact déjà avec le niveau supérieur pour qu'on enclenche en même temps la prise en charge. Donc le traitement existe efficace lorsque vous commencez tôt et la guérison est totale. Donc c'est un traitement gratuit, il n'y a rien à payer. Rappelons que le virus tient son nom de la ville de Lassa au Nigeria où une infirmière a été la première personne à contracter la maladie.